Vous suivez RSA TV sur nos plateformes digitaux. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission agricole Bonjour Paysans, une émission dédiée à celles et ceux qui nourrissent le pays grâce à leur savoir-faire, leur passion et leur travail acharné sur le terrain. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour nos producteurs. Il s'agit des boutures de manioc, un élément clé pour garantir une bonne production de la qualité du plant jusqu'à la récolte. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir un acteur de terrain, un homme de la terre, un passionné du manioc. Il s'agit de M. Bangoura Abdulkarim, cultivateur expérimenté, qui va donc nous partager son expérience, ses pratiques et ses conseils. Encore une fois, bonjour et bienvenue à tous sur la télé verte RSA TV. Bonjour Monsieur Bangoura, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans votre émission Bonjour Paysans. Bonjour, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur la présentation que je viens de faire par rapport à votre présentation? Oh, merci. Vous pourrez ajouter que les Au-delà de cultivateur expérimenté. Non seulement c'est bien, je suis cultivateur expérimenté, mais je suis ingénieur agronome. D'accord. J'ai fait beaucoup de temps avec cette culture et surtout la filière qui est évoluée avec les innovations introduites. D'accord. Donc cela peut être accompagnant de mon adresse. Alors aujourd'hui, comme je le rappelais tout à l'heure dans l'introduction, nous allons parler des boutures de manioc. Alors, avant d'entrer au vif du sujet, le manioc représente quoi pour vous en tant que cultivateur? Le manioc représente beaucoup pour moi. Déjà, le manioc est une culture qui me permet de m'épanouir de trop avec, parce que ça peut me permettre de cultiver à la fois si c'est programmé dans l'année, et il n'y a toujours pas de rupture pour la consommation de la famille. Donc, une manioc avec sa production, ça peut encore me lier à plusieurs, à la société, je vais dire. D'accord. Et tous ceux qui ont un intérêt dans le manioc sont mes amis. D'accord. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que le manioc devient un tubercule très intéressant. Oui. Et pour parler donc justement de ces boutures, aujourd'hui, y a-t-il une différence de méthode de multiplication justement de manioc? Le manioc est une culture qui sa multiplication se fait par les boutures, par le bouturage. Et quand on a une variété qu'on se sent très très bien, qui peut nous permettre, on peut chercher à avoir sa semence. La semence de manioc, c'est avec les boutures. C'est tige que nous aurons avec laquelle tige que je vais emprunter avec mon ami que j'ai trouvé la variété bonne. Je l'admets avec moi, je cherche maintenant à la multiplier. Comment je vais la multiplier? C'est la multiplication rapide des boutures. Et cette multiplication, je l'ai fait pour cette campagne. Il ne faut pas que j'attende l'année prochaine pour dire que j'ai multiplié pour faire un champ. J'ai déjà trouvé une innovation très, très intéressante. Cette variété, elle est très, très rentable. Donc, je vais chercher à avoir le matériel végétal de cette variété. Comment je l'ai fait? J'ai fait la pépinière de manioc. C'est une première fois d'entendre pour certaines personnes dire que la pépinière de manioc aussi existe. Oui. Ça existe bien sûr. Quand je gagne 2 tiges seulement avec quelqu'un qui est très jaloux de sa variété, je viens, je l'amène chez moi. Si je l'amène chez moi, je cherche à la multiplier. Okay. Comment je vais la multiplier? Je fais la pépinière. Cette pépinière se fait comment? Vous saviez que la bouture de manioc contient des nœuds. D'accord. C'est les nœuds là qui font la source de multiplication, d'émission des tiges à partir de la tige mère. Okay. Cette tige mère que je fais enfouir dans le sol, que je couvre avec, bien sûr, ajouter un peu de matière organique autour. D'accord. Je couvre et je les mets en observation. Je l'arrose, je les suis, et vous allez voir que les émissions se fassent. Pour la première année, j'aurai les tiges très, très, très flexibles, qui ne sont pas aussi gros.
Ces tiges-là que j'essaie encore de découper, je refais ma deuxième pépinière. La première, c'était l'introduction directe. La deuxième, c'est augmenter encore plus. Quand j'ai plus de pépinière, j'ai déjà la variété, je connais les fiches techniques qui l'accompagnent. Parce qu'il faut qu'on accompagne, même si ce n'est pas écrit, mais avec les paysans avec lesquels je vais prendre, il va dire, ça c'est une variété qui produit bien, ça fait des tubercules longues, ou ça fait des tubercules grosses. Comme ce qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché. Est-ce que dans cette procédure justement de mise en place de pépinières, vous utilisez les engrais? En fait, ça dépendra de la disponibilité que vous avez. D'accord. Mais il est intéressant de travailler avec la matière organique. D'accord. Quand vous mettez la matière organique, parce que les engrais contiennent des choses chimiques qui peuvent influencer l'émission de ces choses, des tiges. Et ça peut être non seulement à la rigidité, aussi quand les choses ne sont pas outées aussi, ça peut ne pas permettre d'avoir de nouveaux plants à partir de cette tige. D'accord. Et aujourd'hui, quelle variété de manioc plantez-vous le plus souvent? Aujourd'hui, il y a plusieurs variétés que nous plantons. Mais dès que tu entends que cette variété elle est rentable, tu viens, tu cherches. Mais les variétés les plus répandues aujourd'hui, c'est les variétés que le centre de recherche de Foulaya a émis et qui a diffusé par la vulgarisation au monde paysan. C'est le Tokumbo. Tokumbo, c'est une variété introduite à partir du Nigeria qu'on a essayé de voir il y a aussi un centre de recherche de la céréale recoupe qui travaille sur le manioc. Ceux-là ont envoyé ces variétés que nous avons adoptées et que nous avons diffusées à grande échelle. Et c'est une variété qui a la tige un peu blâtre et les pétioles sont rouges. Non seulement les pétioles sont rouges, sont appréciées par les femmes pour les légumes feuilles, mais aussi le rendement aussi est très intéressant de Tokumbo. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est comment on appelle ça? C'est le mot m'échappe. Vous avez dit tout à l'heure. Les variétés, justement, parlant de variétés, merci. C'est la variété Tokumbo, voilà, qui est plus utilisée aujourd'hui avec les agriculteurs en Guinée. Oui. Après l'approchement que j'ai fait avec mes amis vulgarisateurs, chacun d'eux il y a eu la diffusion de ces variétés en 1998-99 jusqu'à 2000-2004. On a diffusé des variétés introduites que le centre de recherche de Foulaya a mis à notre disposition. J'étais en ce temps service chargé des plantes à tubercules. On nous a mis à notre disposition pour les diffuser dans le monde paysan. Et chaque région en a reçu et chaque préfecture en a reçu. Donc c'est pourquoi Tokumbo a été très répandu et qui est beaucoup plus cultivé. D'accord. Et aujourd'hui, y a-t-il une longueur idéale d'une bouture de manioc pour une bonne reprise, selon vous? Il y a plusieurs façons de mettre les boutures en place pour une bonne production. D'accord. Il faut tenir compte de beaucoup de paramètres pour faire la mise en place des boutures de manioc. Tels que? D'abord, pour le bouturage, quand vous avez la tige, pour faire le bouturage, il faut tenir compte là où tu vas découper la tige en bouture. Si le sol est très dur, vous risquez d'endommager la zone qui va émettre les racines après le bouturage. Parce que c'est les sèves qui coulent là, quand on coupe, qui sont là où la bouture va émettre les racines. Et c'est là la reprise. Mais ça, c'est un travail minutieux. Hein? Très minutieux. Donc, il faut nécessairement tenir compte là où tu dois découper. Ça, c'est un des premiers paramètres. Deuxième paramètre, par rapport à la quantité de boutures de tiges que vous avez et votre champ, vous allez voir à quelle dimension vous devez découper les boutures. Si vous les découpez à 20 cm, tant mieux. Mais l'essentiel est qu'il y ait au moins un minimum de 3 nœuds sur une bouture. D'accord. Donc si vous avez plus de nœuds, mais
L'émission de 3 tiges est fatale. Donc, on peut avoir plusieurs, mais Oui. Il faut quand même, le primordial, c'est les 3 nœuds, même s'il faut avoir un surplus après, si je comprends bien. Ça n'a pas d'inconvénient quand il y a des surplus. Mais l'essentiel est d'avoir des 3 nœuds. Au moins, quand il y a 3 nœuds dans le sol, un des nœuds va émettre. D'accord. Par exemple, quand vous avez les boutures comme ça et que vous découpez de façon à ce que les boutures n'ont pas les mêmes mesures, cela a-t-il des conséquences? Pas de conséquences parce que la mesure que vous allez adopter, c'est par rapport à votre matériel végétal que vous avez apporté. Ok. Si vous avez plus de matériel végétal que votre superficie, vous avez intérêt de couper à n'importe quelle dimension. Mais quand vous devez aussi mettre les boutures, il faut tenir compte aussi des paramètres. Donc je vous parlais c'est un des premiers paramètres, on était le découpage. Après le découpage, il y a la mise en place des boutures. Il faut avoir la position de mettre les boutures sur les buts. Il y a plusieurs façons de bouturage aussi. Il y a les planchages, il y a des gens qui font des buts très élevés, mais en forme de planche. Donc pour mettre les boutures, là, il n'y a pas assez de problèmes pour ça. Vous tenez compte de l'écartement qui accompagne votre matériel végétal. Ça peut être verbal comme ça peut être écrit. Parce que la fiche technique qu'ils vont te donner, c'est un paysan, homologue paysan va te dire, ah, mon ami, la plante, le manioc que je te donne là, donne des tubercules très longs. D'accord. Donc, tu dois te Déjà, dire, vous êtes préparé à voilà. ce que ça va donner. Et voilà. Il va te dire que ça va donner des tubercules très longs. Donc, tu vas tenir compte de la longueur dont il fait allusion. Donc, tu dois maintenant respecter l'écartement qu'il faut. Et à défaut de cela, il faut tenir compte aussi. Ils vont te donner encore d'informations que ça se ramifie. Okay. Il y a plusieurs types de manioc. Il y a des maniocs qui se ramifient, qui donnent des branches. Il y a des maniocs qui ne donnent pas des branches. Donc, si ça donne des branches, il faut tenir compte de cette ramification-là pour mettre l'écartement, pour mettre en écartement. Et là, l'orientation, la position de bouturage, ce n'est pas mettre la bouture dressée. Pourquoi ne pas mettre la bouture dressée? C'est pour éviter que la moelle épinée qui est au centre de la bouture là, ne soit tellement chauffée par le soleil. D'accord, donc quand c'est vertical? Oui, si c'est vertical, ça va chauffer la moelle qui est au milieu et ça va porter préjudice sur le développement ou sur l'émission des tiges. D'accord. Donc il y a cette position. Il y a aussi la position inclinée. Quand vous devez l'incliner, la bouture en la mettant dans la terre, vous devez incliner en tenant compte de certains paramètres que la plante ne soit pas orientée vers le lever du soleil. Si ça s'oriente vers le lever du soleil, ce qu'on a évité quand c'est dressé, quand c'est vertical, va se répercuter vers le lever du soleil. Et au coucher du soleil. Et au coucher du soleil. D'accord. Ça, tu commences à comprendre. Automatiquement, pour le mettre, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu n'es pas allé au lever ou au coucher du soleil, tu vas le mettre comment? Tu vas le mettre dans le sens contraire. C'est-à-dire à l'ouest. À l'ouest et à l'est. Et à l'est. Et au nord, au nord ou à l'ouest. Justement. Pardon. Au nord ou au sud. Nord-sud. Oui, parce qu'à l'est, l'ouest, là, ça ne donne pas. Le lever et le coucher du soleil. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a, selon vous, y a-t-il une période indiquée pour réaliser les boutures? Ça dépendra du programme du paysan. Mais le manioc est très propice en début de saison pluvieuse. D'accord. La mise en place en début de saison pluvieuse est très bon pour le manioc. Et aussi d'autres le font vers la fin de la saison pluvieuse. Mais pour les zones en pleine, les plaines humides, on peut les planter même en pleine saison sèche. Est-ce une façon de couvrir l'année? En fait, c'est une façon de couvrir l'année, bien sûr. Il y a d'autres qui sont riches en terroir. Ils peuvent avoir non seulement les plaines, les coteaux et les bas-fonds. À leur disposition, ils peuvent cultiver les trois systèmes pour couvrir toute l'année.
D'accord. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous êtes dans votre émission Bonjour Paysans, une émission dédiée donc à celles et ceux qui nourrissent le pays grâce à leur savoir-faire, leur passion et leur travail acharné sur le terrain. Ce matin, nous parlons des bouturages du manioc avec Monsieur Abdul Karim Bangoura, un expert à la matière. Nous allons donc marquer une petite pause. Juste après, on se retrouve. Bien. Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, encore une fois. Bienvenue. Si c'est maintenant que vous nous prenez en marche dans l'émission Bonjour Paysans, nous parlons donc ce matin des boutures de manioc avec M. Bangoura Abdul Karim, un expert à la matière. Donc, on était donc en train de parler, je le disais tantôt, des boutures de manioc. Aujourd'hui, M. Bangoura, Oui. quelles sont les conditions climatiques qui favorisent donc la réussite des boutures de manioc? Quand on parle de conditions climatiques, humidité et type de sol, est-ce que c'est partout le manioc, ça a réussi ou bien il y a des coins indiqués pour faire justement cette culture? En fait, le manioc n'a pas spécifiquement un climat qu'il faut respecter pour faire sa production. Elle peut se donner chez nous ici. Nous avons remarqué que le manioc peut donner partout où on l'implante. Parce que sinon, la première usine de transformation du manioc s'est installée à Farana. D'accord. Farana est en altitude. Aujourd'hui, les enfants ont essayé aussi de faire C'est là avec tapioca, hein? Oui. D'accord. L'usine de choses aussi, on a fait ça à Recoupe ici au Sierra Leone. Ok. C'est des zones de basse altitude. Ok. Donc il n'y a pas une altitude qu'il faut Déterminée. nécessairement déterminer pour faire le manioc. Le manioc, mais ça donne bien vers les moyennes altitudes. Nous avons pu trouver que le manioc qu'on a installé dans les différents centres, ça a donné de bons résultats. Nous avons essayé pour une fois l'année en 1997, nous avons mis une variété importée de Ibadan. On a mis ça à Ibadan, Koya. je précise que c'est le Nigeria. C'est au Nigeria. D'accord. On a mis ça à Koya et le pied, c'est une partie où on avait évacué la toilette. On l'a décomposé complètement. On a mis le manioc là-bas. Ça a donné un seul tige, a donné le tubercule a donné 37 kg. Waouh! 37 kg. Arrêté au sol, ça revenait au niveau À la poitrine? à la poitrine de sa propriétatrice. D'accord. Donc, voyez-vous, donc, ça, c'était des Une choses très qui belle pouvaient- variété, hein? Une meilleure variété, mais c'était une variété qui était beaucoup plus indiquée D'accord. pour la préparation du attiché. Ok. Donc, c'était des Ah, variétés donc, il y a des variétés qui rentrent dans la préparation de la kéké. directement parce que c'est des variétés qui ne cuisent pas profondément. Et en Mais comment le savoir? Ça, c'est déjà, on a essayé de faire, quand on introduit des variétés, on fait, on fait des essais culinaires. On essaie de les cuire, voir qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il est bien. D'accord. On a essayé de cuire cette variété, ça ne cuit pas tellement. On a essayé de le râper pour voir qu'est-ce que ça va donner avec la technologie de Flaya, Ok. M. Bangoura qui était là-bas à l'époque. D'accord. Et on a râpé, on a essayé de voir que ça a donné de bons résultats avec le tchétché que la préparation en ragoût ou en cuite comme ça. D'accord. Donc c'est pourquoi on a dit que c'était des variétés indiquées pour la fabrication du tchétché. Mais aujourd'hui, par exemple, en Guinée, on retrouve presque toutes les variétés sont utilisées pour cela. Franchement, ces variétés, bon, ça c'est l'habilité de la femme guinéenne. D'accord. On vous félicite pour ça aussi. Comme toujours, hein? La femme guinéenne s'est préparée. Ça, elle s'est préparée. Et quand elle prend une recette, vous allez dire qu'elle est compétente dans ça. Elle le transforme en plusieurs plats. Voilà. Donc, c'est ce que le manioc est utilisable dans plusieurs façons de faire. En tout cas, c'est ce que nous remarquons souvent avec ces femmes. Voilà, j'ai remarqué qui la sont dans la dernière fois, filière. ils ont fait le couscous du manioc. Oui. Ce couscous du manioc passe bien avec le lait. Quand vous le prenez, vous n'avez pas vu. Surtout à chaud d'ailleurs. Voilà. À chaud, moi j'en ai C'est goûté. Ça donne bien. J'ai encore constaté qu'on faisait la préparation non seulement du manioc avec la patate. On le faisait associer, on le faisait Rajouter un peu de banane. Ça, c'est un ragoût. Ok. Mais cette fois-ci, en couscous. D'accord. Mais je te dis, quand vous le prenez, on disait qu'on a donné ça, mais j'ai même oublié. Avec la technologie de Foulaya, ils ont fait ça. C'était très intéressant quand même. Ça, je vous dis que
la femme guinéenne et les technologues guinéens sont très Donc, c'est une avancée, savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas, comment on appelle, une variété spécifique à dire que voilà, c'est avec ça on peut faire de l'akéké, du plakali ou bien du tout. Avec toutes les variétés, on peut le faire. On peut le faire. Okay. Nous, avec le manioc, on avait beaucoup plus d'avantages en Guinée. Les anciennes variétés, ils ont été extirpées, mais c'est des variétés qui étaient intéressantes. Il y avait les variétés qui pouvaient nous permettre de faire les biopesticides. Au lieu d'utiliser les produits chimiques toujours pour lutter contre les insectes, il y avait une variété très amère qu'on utilisait qu'on pouvait utiliser pour lutter contre les insectes. Mais on l'a extirpé parce que ça faisait tuer beaucoup de bœufs. Les paysans luttaient contre les éleveurs dans ce sens. Donc, présentement, on a extirpé ces variétés pour ne pas créer et approfondir aussi le fossé entre les éleveurs et les agriculteurs. Ok. Alors, justement, vous avez parlé de production et de protection plutôt des boutures. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une pratique que vous adoptez justement pour protéger les boutures contre les ravageurs surtout? Oui. Il y a la technique, il y a les abats empoisonnés avec les biopesticides, par exemple le Nîmes. On cultive, on boue les tubercules de manioc avec le Nîmes, on jette. Quand les rats et autres s'attaquent à ça, ça c'est autre chose. Maintenant, on peut utiliser aussi avec la méthode technique, la technologie agricole. Vous faites des grandes buttes et vous enfoncez très bien les tubercules pour que ça ne soit pas tellement mis à l'air. Quand c'est à l'air, vous essayez de recouvrir. Quand c'est couvert, les choses, et la poule là ne vient pas à l'attaque. Il y a des maladies aussi qui s'attaquent justement à... Il y a les ennemis et maladies. Nous avons sur la variété, il y a des variétés qui sont très faibles devant les cochenilles farineuses. Les cochenilles farineuses s'attaquent au manioc et ça influence beaucoup le rendement. Ces cochenilles farineuses, c'est des insectes qui se recouvrent de poudre blanche et qui s'attaquent au feuillage du manioc. Ça fait chuter toutes les feuilles de manioc. Et sachant que les plants, leur poumon, c'est les feuilles. Si on les élimine, ces feuilles-là, ce n'est pas facile qu'on donne un bon rendement comme on l'escomptait. D'accord. Et aujourd'hui, par exemple, quelle densité de plantation utilisez-vous dans vos champs de manioc? La densité accompagne toujours les variétés. Si on avait des variétés introduites des badans, c'était à 1 mètre. Parce que c'était des variétés qui donnaient de bons rendements et qui risquaient de s'entrelacer si on les a rapprochés. Les tubercules s'entrelacent et ça diminue aussi le rendement. Donc il y a les variétés de chez nous là qu'on peut les cultiver à 50 cm, à 100 cm. Vous voyez même certaines, en faisant des petites buttes là, ils mettent 2 tubercules sur la crête de la butte. Ça veut dire que ça, c'est des dimensions, des écartements qui ne sont pas tellement grandes. D'accord. Et parlant des pratiques améliorées ou des techniques modernes de bouturage, avez-vous une idée? Oui. Et nous avons amélioré l'approche de ces paysans, non seulement dans ce que j'avais prédit auparavant, concernant l'orientation et la position de ces cultures. On a aussi amélioré comment faire le bouturage. On les a encore dit, au lieu de se chercher beaucoup plus de fagots, c'est le découper à 15 cm, avoir au moins un minimum de 3 nœuds. Et si on a de plus, c'est très intéressant quand même, mais on ne pas tellement élargir les tubercules quand c'est en période, bien sûr, il y a les périodes aussi. Si c'est en période chaude, il ne faut pas tellement raccourcir aussi les bouturages. Il faut un peu augmenter la longueur des boutures. C'est par rapport aux périodes qu'on peut mettre les bouturages. Mais en période très frais, on peut cultiver et on peut diminuer les dimensions des boutures. Avez-vous également remarqué un lien entre la provenance des boutures et la productivité des plants? Oui. Comme on le dit, c'est toujours accompagné par une fiche technique. Quand nous avons la fiche technique qui nous accompagnait avant les variétés de Ibadan, on a su que c'est des variétés avec lesquelles il faut faire un écartement
et plus non seulement large aussi, et voir la santé de ces variétés introduites. Tandis que là où vous allez prélever, si vous saviez que là, la variété qui est là-bas, les cultures qui sont là-bas, ils sont bien productrices, mais elles sont accompagnées de maladies, il faut faire un traitement, une mise en quarantaine. D'accord. Vous envoyez vos variétés, vous les mettez à l'écart des autres pour ne pas interdire la maladie directement. Justement pour se propager. Voilà, exactement, pour éviter de propager la maladie. Là, on les met en quarantaine, on les cultive ailleurs, on les protège même. Vous avez vu maintenant qu'on utilise même les moustiquaires. C'est pour éviter... Oui, oui, dans certains champs, je vois les moustiquaires entourés. C'est pour éviter de propager. C'est des cultures qui sont mises en quarantaine. D'accord. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours dans votre émission. Bonjour paysans. Comme je le rappelais au sommaire, nous parlons des boutures de manioc ce matin avec monsieur Abdelkarim Bangoura, un passionné de l'agriculture. Nous allons donc marquer une pause encore juste après. On se retrouve pour la troisième partie. Retour encore sur ce plateau dans l'émission Bonjour Paysans. Nous sommes toujours avec notre invité de parcours, M. Abdelkarim Bangoura, qui nous parle donc des boutures de manioc. Alors, M. Bangoura, on était donc en train de parler de l'utilisation de boutures sélectionnées. Est-ce que cela a eu un impact économique sur votre exploitation? Oui. Les boutures sélectionnées ont eu beaucoup d'impact. D'abord, les boutures elles-mêmes pour les céder à d'autres, c'est comme si c'est les semences. Okay. Si on a les semences de riz, on les vend aux gens pour la production future. Mais si ma variété de manioc s'avère très très productive et très très délicieuse, on va essayer tout de suite de me demander mes boutures, je vais dire que c'est à vendre. Vous avez vu sur les marchés de Conakry, dans le Grand Conakry, Anta et à 36, il y a la vente des boutures. Ça, c'est un côté économique. Rentable, bien sûr. Rentable de la variété, de ces différentes variétés. Aussi, nous avons aussi la rentabilité du portionnement du terrain par rapport aux boutures à apporter. Quand vous avez les boutures apportées, les techniques que nous avons accompagnées, c'est une rentabilité qui vient économiquement, qui n'est pas comptée espèce, mais qui entre dans l'avantage du paysan. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec la multiplication justement de ces boutures aujourd'hui, cela aussi n'a pas un impact sur cette vente? En fait, quand nous produisons, c'est la conservation qui fait l'impact. Si vous avez le problème au moment que vous allez récolter le manioc, parce qu'il y a les moments aussi, quand vous gardez trop le manioc, il y a une toxine qui se développe au niveau du manioc. Pour éviter cela, il y a le moment de récolte, il faut récolter à tel temps, et pour ne pas tellement séjourner. Quand vous les séjournez, vous les laissez à l'année prochaine pour récolter. Donc, pour éviter tout ça, là, il faut récolter à temps. Quand vous récoltez à temps, il faut savoir conserver aussi des boutures. Si vous ne conservez pas de boutures, vous n'avez pas tellement d'économie dans les boutures. Vous allez voir dans le rendement manioc, mais pas sur la culture et sur les boutures. Et souvent, ceux qui payent, est-ce qu'ils ont une idée justement sur cette préservation, comment garder bien les boutures en bon état? Quand les boutures sont bien gardées, madame, vous verrez tout de suite que sont mal gardées, plutôt. Quand les boutures sont mal gardées, vous verrez que les extrémités sont séchées. Donc, vous n'aurez pas beaucoup de tubercules, beaucoup de boutures coupées dans une tige. Donc, ça va influencer le rendement en tubercules, en bouture. Maintenant, quand vous avez la bonne conservation, une seule tige pourrait souffrir pour beaucoup de parties du terrain à emblaver. Maintenant, le problème fondamental qu'il faut, comment conserver ces boutures? Quand vous récoltez, vous devez les entasser, essayer de couper les bas où étaient fixés les tubercules, vous essayez d'enlever ça, vous les mettez en jauge.
Je veux dire, vous avez une partie du terre que vous allez esquiver, vous allez enlever. Quand vous enlevez, vous les plantez dedans. Okay. Et puis vous ramenez la terre. Ça va rester là-bas. Puisqu'il y a de l'humidité au fait. Avec l'humidité, ça va rester à une période latente sans émettre les choses. C'est quand il y aura première ou deuxième pluie que vous allez voir l'émission de nouvelles tiges au niveau des tiges. D'accord. Donc, à ce moment, c'est le moment d'exploiter. Alors aujourd'hui, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que font les producteurs lors des bouturages du manioc? Tout ça, c'est la grande négligence. Parce que ce qu'on vient de dire rentre aussi justement dans ça. Quand on ne sait pas garder bien les boutures, l'impact. Voilà, c'est la grande négligence des paysans qui fait qu'ils ont beaucoup de problèmes dans ça, là, dans l'utilisation des boutures. Du début jusqu'à la fin. La sélection déjà, pour sélectionner les choses, il faut prendre les tiges aoûtées. Aoûtées veut dire quoi? Les tiges qui sont bien où le bois est formé dedans. Mais comment se rendre compte que le bois est formé dans une tige? Parce que c'est la coloration. Quand la tige est aoûtée, elle devient de couleur brune, qui n'est pas verte maintenant. Mais pour une personne bleue, c'est difficile de comprendre tout cela quand on n'est pas de la matière. Oui, c'est justement pourquoi il y a eu la vulgarisation. Et je déplore toujours que la vulgarisation maintenant là n'évolue pas comme avant. Avant la vulgarisation, chaque district avait son vulgarisateur qui donne des conseils, qui donne des informations pour toutes les cultures. Et surtout sur les cultures des saisonnières, au début des saisons, là, vous les verrez qui sont attachés sur le terrain. Mais qu'est-ce qui a fait changer cela? En fait, c'est la politique du pays. Avant, il y avait la Banque mondiale qui finançait cette vulgarisation. Et vous saviez que le pays, s'il n'a pas tous les moyens, il ne peut pas embraver tout. Il faut prendre certaines choses et laisser d'autres. La vulgarisation n'a pas été à 100% appuyée et suivie cette année, ces temps-ci. Mais dans les temps 1900 dont je vous parlais là, il y a eu l'Irak qui était financé par la Banque mondiale, la vulgarisation financée par la Banque mondiale, et les ONG qui influençaient étaient là. Il y avait 3 maillons qui travaillaient à l'époque. L'un des maillons, le maillon des paysans, le maillon de la recherche, et le moyen de la vulgarisation, ça donnait un résultat viable. Et justement, quand on parle de cette vulgarisation dont vous parlez, vu que cela n'existe pas aujourd'hui dans le domaine... Ça existe, ce n'est pas renforcé. Ce n'est pas renforcé. D'accord, je pensais qu'on avait carrément... Non, éliminé, ce n'est pas éliminé complètement. D'accord, donc ce qu'il faut faire, c'est de renforcer. Oui, là, il y a des services qui sont représentés jusqu'au niveau des sections, jusqu'au niveau des paysans, mais pas comme avant. Avant, chaque district avait son cadre. Cette fois-ci, c'est un cadre pour une commune. Et quand on pense à la grandeur justement des communes, ça ne suffit pas. L'information passe tardivement. Voilà, et lui ne peut pas suffire pour les riziculteurs qui seront de ce côté et ceux qui font le manioc de l'autre côté. Il ne peut pas les encadrer tous à la fois. Il se donne un programme, même ces programmes-là, ce ne serait pas si couvert. Alors, on parlait donc des erreurs que les agriculteurs pourraient donc faire pendant, comment on appelle ça, pendant le bouturage. Ouais. Les erreurs qui sont du début jusqu'à la fin, je vous le disais, pour découper les boutures, il faut chercher un lieu où c'est très fragile. Il ne faut pas chercher des lieux très durs. Parce que ça risque de casser carrément la partie où tu dois chercher à avoir des racines, des tubercules pour donner des tiges. Et à ça, il y a la longueur des tiges, il y a l'orientation des tiges. Si toutefois on t'a conseillé qu'il faut mettre les tiges sud-nord, tu les mets à l'est-l'ouest, tu as fait des erreurs. Ça va jouer sur le taux de germination des tiges, de reprise des tiges. D'accord. Si toutefois, avec ça aussi, il y a l'entretien. En faisant le sarclage, parce que quand les herbes dominent les tubercules, les boutures, les tiges qui vont émettre seront des tiges très flexibles. Ce ne sont pas des tiges très grosses. Donc, pour éviter ça, il faut faire le sarclage. En faisant le sarclage, faites attention
Ne pas déranger le tige qui a déjà commencé à mettre les racines. Quand vous les dérangez, vous avez déjà coupé son évolution. Il faut encore le redresser. En le redressant, c'est les racines que vous allez déplacer à l'intérieur du sol, qui sont la source de votre production, parce que c'est ces racines qui deviennent des tubercules. Je pense que voilà, il faut tenir donc compte de toutes ces informations que vient de donner M. Bangoura pour avoir de très bonnes boutures, afin d'avoir de bons plats et de très bons manioc. Oui. Alors, je le disais, qui parle de boutures parle forcément de manioc. Oui. Aujourd'hui, quelle est la production du manioc dans le Grand Conakry? Conakry, sa production dans le manioc, dans la culture du manioc, à part. D'accord. Quand on produit Conakry, le manioc, c'est légumes. Okay. Qu'est-ce que veut dire légumes? C'est la production de feuilles. Quand on produit et on met le manioc en place, dès que le manioc commence à grandir de taille, on cherche à enlever les feuilles. C'est ces feuilles-là qu'on envoie au marché et c'est facilement, ils ont déjà le premier rendement du manioc. Et au fur et à mesure que ça grandit, ils enlèvent les feuilles. Tandis qu'il faut respecter un certain temps, observer un certain temps pour commencer à enlever les feuilles. Ce temps, c'est de quelle période à quelle période? C'est quand vous le mettez en place. Vous attendez à 1 mètre. Vous enlevez, vous pouvez enlever jusqu'à 1 mètre. Le reste, maintenant, laissez la plante maintenant évoluer pour qu'il y ait des tubercules. D'accord. Maintenant, si vous ne comme Conakry ne produit que pour les feuilles, donc ils produisent. Ils vont tout enlever les feuilles. Le tubercule qu'ils auront, ça c'est tant mieux. Mais à l'intérieur, les gens n'ont pas de ce regard. C'est quand ils sont prêts à récolter, maintenant à arracher, ils vont chercher à enlever les feuilles. C'est ces colis-là que vous verrez qui sont venus vers 36 et autres là, qu'on dépose par les remorques. C'est comme ça que Conakry fait produire. Conakry ne produit pas pour les tubercules, Conakry produit pour les feuilles. Juste pour les feuilles, hein? Juste pour les feuilles. D'accord. Et ces feuilles qu'on transforme en sauce de... voilà, sauce de feuilles de manioc. Voilà. Très prisée dans les bars. Bien sûr, voilà. Surtout dans les bars. Hein? Alors, au-delà de ça, vous, en tant qu'agriculteur, et je sais que vous faites plusieurs cultures, mais surtout la culture du manioc, dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Quel regard portez-vous sur cette filière aujourd'hui, la filière manioc en Guinée? Nous avons constaté que l'aliment de base des Guinéens, c'est le riz. C'est le riz. C'est ce qui fait que le Guinéen est un peu souffrant. Si c'était la diversité alimentaire, on avait renforcé. À faire encore, oui. Nous, que ce soit les tubercules soit notre base alimentaire, l'aliment de base chez nous, on aurait surproduit, on aurait même exporté. Parce que la valeur qu'on accorde à la production rizicole n'est pas accordée aux tubercules. Justement. Si on l'accordait un peu seulement, même les 50% de ce qu'on donne pour la riziculture, on le mandate simplement pour la production des tubercules, je vous assure que la Guinée va encore éclore de nouveautés pour l'Afrique de l'Ouest. Mais comment accorder justement cette importance à la culture des tubercules quand on sait que nous n'avons pas des usines de transformation et dans le secteur, peu de personnes y pensent également à transformer ces tubercules. Parce que quand c'est en abondance aussi, ça pourrit. On n'a aucun système en place pour les transformer. Ok. Nous avons plusieurs façons d'utiliser le manioc. Lesquelles? Le manioc peut être utilisé en transformation directe pour le kéké. On peut le produire en couscous. On peut le produire en pâte de manioc. En farine de manioc. En levée de manioc, comme on dit ça. Il y a les saumures, il y a les façons de préparer les choses, qu'on dit souvent les crevettes et autres. Là. On peut le faire en manioc, à partir de manioc. Comme on fait les crevettes. On peut faire ça en manioc. Donc tout ça là, c'est des techniques de transformation et d'appui à l'alimentation de la population. Quand nous avions, on se met à la production, pour la première fois, prenons l'exemple sur le premier régime.
Le premier régime avait fait une usine de transformation du manioc à Farana. Et jusqu'à maintenant, certaines variétés de cette usine existent. Qu'on dit Carfaya, qu'on dit Farana, c'est des variétés de cette usine. Ça produisait. Aujourd'hui, la Sierra Leone a développé la même chose. On importe aujourd'hui les farines de manioc à partir de la Sierra Leone. Pourquoi ne pas produire ici? Tandis que ça se donne très bien ici. Hein? Si, à partir de ça, on peut utiliser le manioc associé avec d'autres tubercules comme la patate. On fait la farine de ça. Quand tu travailles, tu es en train de travailler, tu fais diluer un peu avec du sucre, tu manges pour toute la journée. Mais est-ce que vous pensez par exemple justement à cette transformation ou bien vous vous limitez juste à la culture, récolte et puis à la vente? Vous avez pensé à mettre en place justement cette transformation? Bon, je n'ai pas les moyens de le mettre en place. Sinon, j'ai l'idée de faire des usines de transformation, même pas des grandes usines, mais des usines de transformation à notre niveau, de notre niveau. Nous pouvons le faire selon notre production. Suivant les différentes productions, on peut faire des usinages, on peut transformer le manioc. Alors aujourd'hui, quel conseil donnerez-vous à un jeune agriculteur qui souhaite démarrer la plantation, comment on appelle ça, démarrer une plantation de manioc? Je donnerai à tous les paysans. Moi, par exemple, je veux me lancer dans la culture de manioc. Je ne m'y connais pas. Quel conseil pouvez-vous Madame, je vous dirai de continuer. Ne vous pas hésiter de travailler avec le manioc. Mais est-ce qu'on va se lancer aussi comme ça dedans? Non, on va vous donner des formations de base. La première chose, c'est la formation de base. La première des choses, c'est d'avoir des formations de base. Il faut que vous soyez informés, formés pour vous lancer dedans. Et que vous avez aussi les moyens. Vous avez le foncier. Parce que ça aussi, ça compte. Ça cause beaucoup de problèmes, le foncier aujourd'hui par rapport à l'agriculture. Parce que si vous n'avez pas de foncier, vous faites du succès cette année, l'année prochaine, là où vous le propriétaire peut vous demander de rendre. Non, mon cousin est venu de France, il veut faire quelque chose là-bas. Donc, tu as vu, il veut faire une plantation d'ananas. Il ne va pas dire que c'est le manioc. Il va dire une plantation d'ananas. Il a demandé à ce que je cède la partie. Et vous allez chercher encore à vous implanter ailleurs. Quand est-ce que vous allez vous implanter? C'est par rapport à tous ces paramètres-là. Quand vous avez tout ça à votre portée, vraiment, lancez-vous dans l'agriculture. Et principalement, vous pouvez faire aussi avec le manioc beaucoup de succès. Parce que la production locale que nous faisons sans transformer, vous avez vu au marché de 36, c'est des sacs, des remorques qui descendent. Bien sûr, aujourd'hui, ça, c'est remarquable. Voyez-vous. Donc, c'est vu au regard de tout ça là, que certains moyennants qui ont décidé de faire des usines de transformation du manioc. Ils veulent faire de la production de manioc. Il y a eu des publicités. Il y a d'autres qui disaient qu'aussi on pouvait faire même 20 hectares de manioc. 20 hectares de manioc ne peut pas être travaillé avec la main seulement. Il faut avoir des machines. Si on n'a pas de machines pour épulser, comment ça peut encourager la production de manioc? Il n'y a pas de machines pour la conservation de ces produits, des produits épluchés, pour les mettre en kéké, pour les faire en gari, pour les faire en foufou, tout ceci-là peuvent être fait que quand on a les moyens, on a équipé. S'il n'y a pas d'équipement conçu à l'égard pour ça, là, il ne serait pas facile de le faire. Il y avait eu des presses que les Chinois nous ont envoyées dans les temps. C'était quand on essaie de gratter, de voir des choses là, on fait des pressés pour avoir non seulement l'amidon, aussi avoir les boulettes, et ensuite les boulettes de manioc. Voilà, faire des boulettes aussi. Donc il y a plusieurs façons d'utiliser. Le manioc est utilisé non seulement, même la peau qu'on épulse là, les animaux se nourrissent de ça. En tout cas, quand il s'agit du manioc, rien ne se perd, tout se transforme. Les feuilles, on en fait en sauce, et puis voilà, vous venez de le dire, on le transforme en plusieurs plats, le taux, le foutou, en tout cas en plusieurs plats. En manière de manioc, rien ne se perd encore une fois. Alors, puisque nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est de chercher à mettre en place encore une vulgarisation très forte. Si vous entendez une bonne agriculture d'un pays, c'est une bonne vulgarisation. C'est que tous les pratiquants de l'agriculture sont informés des innovations.
C'est informer des facteurs de production. Si ces facteurs de production ne sont pas à leur portée, il va sans dire que nous serons en retard à la production alimentaire. Il est important aussi de les accompagner aussi en fonds de roulement. Il faut qu'il y ait des banques agricoles qui s'occupent que des pays. Ce n'est pas des grandes personnalités. Les banques agricoles, des grandes exploitations. Il y en a, mais ce n'est pas des grands exploitants qu'il faut. Il faut chercher. FODA est créé. Et ce FODA peut ouvrir. Il y a des conditions d'ouvrir. FODA plutôt n'accompagne que des grands agriculteurs. Ceux qui ont des petits moyens, et ceux qui ont des petits moyens sont difficilement acceptés. Il y a des demandes qui sont mises à FODA jusque maintenant, ils ne sont pas satisfaits. Depuis l'année dernière. Est-ce que vous faites partie de ce lot? Mes groupements. D'accord. Mes groupements de Sophonia ont fait des demandes. Et juste maintenant, ils ne sont pas satisfaits. Alors, chers responsables de FODA, si vous êtes à l'écoute, voilà, c'est le cri de cœur donc de M. Bangoura. Il faut y penser pour donc valoriser la filière manioc en Guinée. En tout cas, nous sommes très contentes de vous avoir aujourd'hui dans cette émission. Merci. Et nous espérons encore vous avoir sur d'autres thèmes parce que quand on parle d'agriculture, forcément, vous êtes également quelqu'un qui s'y met beaucoup, quelqu'un du domaine, avec beaucoup d'expérience. Nous souhaiterions donc vous avoir dans d'autres émissions, dans cette émission, mais sur voilà, d'autres thèmes, je voulais dire. En tout cas, merci beaucoup. Merci, madame. Merci bien. Chers téléspectateurs de RSA TV, vous avez donc compris, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Bonjour paysans. Bonjour paysans qui vous parvient d'ailleurs tous les lundi, mardi, mercredi, jeudi, avec une présentation de Mariam Fodé Camara et Fatmata Binta Diallo, que vous allez retrouver à partir de demain avec nous, bien sûr, sur ce plateau. Il ne nous reste plus qu'à vous dire un grand merci dans l'espoir donc de vous retrouver demain. Au revoir et prenez soin de vous. Bye bye. Merci.